Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de podcast du comité réanimation de la SFAR, Société française d'anesthésie-réanimation. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cet épisode de la série Interview des auteurs, une série dédiée aux études françaises publiées dans de grandes revues internationales. Nous mettons à l'honneur aujourd'hui le docteur Jordi Miatello pour son étude ISO-Comfort pour Inhaled Isoflurane for Sedation of Mechanically Ventilated Children in Intensive Care, une étude de phase 3 multicentrique randomisée publiée dans le Lancet Respiratory Medicine en octobre 2025. Bonjour Jordi. Bonjour. Pour commencer, une question double. Quel est le rationnel de cette étude et a-t-on besoin de nouveaux médicaments pour la sédation en réanimation pédiatrique? Tout d'abord, merci au comité de réanimation de l'ASFAR de proposer de vous parler de ce travail. Alors, en effet, on peut se poser cette question. La sédation en réanimation, que ce soit chez l'adulte et chez l'enfant, reste une thérapeutique centrale de la prise en charge des malades. Un vrai challenge, en tout cas, peut-être encore plus en réanimation pédiatrique. Pourquoi les pratiques actuelles en réanimation pédiatrique, l'utilisation des molécules, elle est actuellement basée sur l'administration concomitante d'opioïdes et d'hypnotiques. Ça, c'est assez standard. Ce qu'il est un peu moins, c'est que chez le patient sédaté sous ventilation mécanique de réanimation pédiatrique, la molécule numéro un utilisée, qui est la seule approuvée pour la sédation continue, c'est le midazolam, une benzodiazépine, dont on sait que l'utilisation est associée à des syndromes de sevrage, du délirium et va prolonger le réveil lorsque on arrête le médicament. Ces données, on les connaît, elles sont basées sur des enquêtes de pratique assez récentes des années 2020-2022, que ce soit en Amérique du Nord ou en Europe. Ça reste la molécule la plus utilisée par les équipes de réanimation pédiatrique en association homorphénique. On a dit que ces médicaments présentaient des risques de délirium, de syndrome de sevrage, mais aussi des risques plus discutés sur le devenir neurodéveloppemental. Alors, dès qu'on parle de pédiatrie et de médicaments en pédiatrie et de médicaments sédatifs, on s'inquiète toujours de ces risques. Ces risques sont discutés, plus connus partiellement, on va dire. Et de toute façon, l'ambiance globale des guidelines adultes et pédiatriques sont de dire qu'il faut réduire depuis quelques années, une dizaine d'années, l'utilisation des benzodiazépines, surtout en administration continue, et de faire attention aux posologies maximales, aux durées de traitement. Donc, il y a des alertes, que ce soit français ou même de la FDA en Amérique du Nord, sur cette sédation. Les autres molécules disponibles en réanimation, le propofol. Le propofol n'est pas recommandé pour la sédation de longue durée chez l'enfant en réanimation. Ça, c'est une position assez claire dans les recommandations françaises tout particulièrement. Elle ne doit pas être utilisée en perfusion continue. Du fait du risque de syndrome de perfusion du propofol, il est discuté une utilisation pour des doses inférieures à 4 mg kg ou pour des durées de moins de 48 heures, mais ça doit rester l'exception. Le PRIS, ce syndrome de perfusion du propofol, est quand même plus fréquent chez l'enfant. Ce qui fait que cette molécule très employée par nos collègues adultes, c'est un trou dans notre pharmacopée en réanimation pédiatrique. Et sans ça, on est obligé de poursuivre l'utilisation du midazolam. Les autres molécules disponibles pour la sédation de l'enfant, sous ventilation mécanique, la kétamine, mais on sait que ça ne convient pas en tout cas pour la sédation profonde, c'est plus une administration, on va dire une co-sédation. Et dernière famille qui explose en termes de prescription, c'est les agonistes alpha-2-adrénergistes, que ce soit la clonidine ou la dexmédetomidine, qui est, ça, on ne le sait pas forcément en pédiatrie, utilisé hors AMM, avec, ça, on le sait plus en pratique, que c'est souvent insuffisant en termes de puissance de sédation pour maintenir un niveau de sédation profond, par exemple, qui a des risques, notamment des risques hémodynamiques, d'hypotension, de bradycardie, et même son utilisation prolongée actuellement, sur des données récentes, encore une fois, soulève des questions de sécurité. Et pourtant, lorsqu'on regarde les recommandations
internationales, deux grosses guidelines, une nord-américaine 2022 et une européenne de la même année. Alors, ça reste des recommandations formalisées d'experts, des méthodes grades, de sociétés savantes. Pour les nord-américaines, la première ligne de traitement proposée en termes de sédation sur le versant hypnotique de la sédation, pardon, les alpha-2 agonistes. Ce sont les alpha-2 agonistes, que ce soit la dexmédétomidine ou la clonidine, plus particulièrement en post-opératoire et en post-opératoire de chirurgie cardiaque de l'enfant. Et les autres molécules, que ce soit la kétamine, le propofol en fonction du risque de prise ou encore les benzodiazépines et son délirium, ça reste de la seconde ligne. Et ça, c'est des recommandations qu'on retrouve en Europe, ce que je vous disais, hein, l'équivalent du papier européen, c'est une équipe italienne qui publie aussi des recommandations avec en stratégie de première ligne l'utilisation des alpha-agonistes qui sont recommandés. Peu de niveau d'évidence là-dessus, peu de niveau de preuve, pardon. Si on regarde rapidement, c'est pas le but du travail, mais c'est un peu pour planter le décor, les alpha-2 agonistes, les études, bah, la littérature, elle est très pauvre. Elle repose sur d'une dizaine de publications qui va traiter de l'utilisation des alpha-2 agonistes, que ce soit la clonidine ou la dexmédétomidine. Peu de RCT, moins de 5, qui ont comparé l'utilisation de ces molécules versus la molécule standard qu'est le midazolam avec, sans détailler les travaux, mais des RCT qui sont d'ailleurs où il y a plus de malades lorsqu'on s'intéresse à la clonidine, mais qui montrent pas de supériorité, mais plutôt de la non-infériorité. Et pour la dexmédétomidine, peu de données pareilles chez, par exemple, des RCT chez des patients qui sont plutôt quasiment adultes, hein, des adolescents. Euh, Quelques données en faveur sur la diminution de l'utilisation d'opioïdes, mais en termes d'efficacité sur la sédation, malheureusement, il y a actuellement rien de démontré. Ce d'autant que des alertes d'utilisation, hein, il y a une Cochrane assez récente de 2024 sur l'utilisation de la dexmédétomidine pardon, pour la sédation du nouveau-né. Ce travail poulet montrait que l'utilisation de la dexmédétomidine pour l'analgésie et la sédation du nouveau-né sous ventilation mécanique qui est une prescription croissante, hein, vraiment, puisqu'on suit les recommandations, les preuves étaient insuffisantes pour le recommander en utilisation systématique. Et des données de sécurité étaient rares et sur les effets à long terme, alors là, on a aucune donnée. Tout ça aboutit à des alertes, notamment une de l'Agence nationale de sécurité du médicament, la NSM, dans les années 2022-2023, sur l'utilisation de la dexmédétomidine qui était déconseillée chez l'enfant en raison de données insuffisantes et d'une sécurité non prouvée. Et cette alerte renforce elle-même une alerte antérieure de l'EMA, l'Agence européenne du médicament, en 2022, concernant les patients adultes suite à la publication de gros essais adultes, dont l'étude de SPICE 3, qui montrait une augmentation de la mortalité chez les patients sédatés par dexmédetomidine, ces patients plutôt jeunes, à moins de 65 ans dans cette série adulte. Donc on en est là, on a des pratiques actuelles avec ce que je vous ai détaillé, des recommandations formalisées d'experts qui poussent à prescrire des médicaments que sont les agonistes alpha-2 adrénergiques en réanimation, dont on a un peu détaillé les limites, en tout cas avec des preuves qui sont faibles. Euh, et du coup, l'utilisation des gaz inhalés, le développement de dispositifs qui permettent d'administrer sur des respirateurs, des ventilateurs de réanimation, des gaz sédatifs euh, est un point en tout cas intéressant. Ça reste la norme de soins en bloc opératoire, mais qu'en est-il en réanimation, euh, sachant que ce dispositif existe depuis maintenant quelques années. Il y a peu d'études cliniques avant celles que je vous ai présentées sur l'utilisation des gaz halogénaires en réanimation pédiatrique. Il n'y a pas d'études prospectives antérieures. Il y a des case reports sur de l'asthme, sur du bronchospasme, mais sur de la sédation aussi, hein, sur la difficulté de sédater les enfants lorsqu'on atteint des analgésies qui s'escaladent multimodales avec des enfants qui restent éveillés. Donc on a un peu cette prescription en rescue pour la sédation difficile. Des données aussi descriptives sur l'utilisation des halogénés chez l'enfant qui est sous épuration extracorporelle, sur des données sur de l'ECMO, sur
voilà, sur des quelques sujets, mais uniquement des petits pools de patients descriptifs. Quelques effets secondaires reportés jusque-là à titre de sevrage, dont les données actuellement sont encore en cours d'exploration. Deux gaz disponibles, sévoflurane, isoflurane. Dans le travail dont je vais vous parler, c'était l'isoflurane qui a été étudié, puisque c'est celui pour lequel actuellement il y a le plus de données pédiatriques, il y a plus de case reports, il y a plus de données de sécurité actuellement dans le monde. Merci Jordi pour cette réponse très complète. Une deuxième question, quelle a été la méthodologie de ce travail? Alors, l'étude isoconfort, c'est un essai de non-infériorité de phase 3, randomisé, contrôlé, en aveugle pour l'évaluateur. Je vais vous expliquer pourquoi, avec des groupes parallèles. Ce travail a été totalement conçu pour répondre aux exigences réglementaires européennes en matière d'autorisation, donc de l'agence du médicament européen et du comité pédiatrique de cette agence. Et c'était à leur demande, qu'il a été réalisé et protocolé. C'est actuellement le seul essai pédiatrique prospectif sur l'utilisation de l'isoflurane en réanimation pédiatrique. C'est une étude internationale. 4 pays ont participé, l'Allemagne, l'Espagne, le Royaume-Uni, la France. Au total, 19 réanimations pédiatriques en Europe ont été inclus dans ce travail, à savoir que ce travail était sponsorisé par un industriel, le fabricant du dispositif pour administrer les halogénies. L'objectif de ce travail, c'était de comparer l'efficacité, c'était vraiment l'objectif principal, l'efficacité de la sédation inhalée par isoflurane au midazolam, midazolam qui quant à lui était administré bien sûr par voie intraveineuse, avec des objectifs secondaires un peu classiques, classés en deux parties, d'efficacité et de sécurité. Les principaux, alors il y en avait beaucoup, hein, la liste est longue, mais pour se concentrer que sur les principaux que j'ai choisis, en termes d'efficacité, la consommation d'opiacés, hein, comparée dans les deux groupes, et les besoins en sédation de recours, de rescue, et d'autres sédatifs lors de l'administration de l'isoflurane ou du midazolam. Des critères aussi d'objectifs secondaires en termes de sécurité, dont le principal qu'on peut choisir, c'est la comparaison sur le délai entre la fin de la sédation et l'extubation, hein, un peu le délai de réveil lorsqu'on arrête les médicaments. Des critères d'inclusion qui étaient assez larges. Alors, le premier, celui qui a été le plus discuté, c'était l'âge des patients, hein. On est en réanimation pédiatrique, donc on discute de l'âge des patients. Donc, on a inclus des patients de 3 à 17 ans. Pourquoi 3 ans? Ça a été une demande de l'Agence européenne du médicament de faire l'étude chez les 3 ans du fait des, des- des doutes. Enfin, il nous a été demandé de prouver déjà en termes d'efficacité et de sécurité chez plus de 3 ans avant de pouvoir faire l'étude secondaire sur le moins de 3 ans. Ça a été, on en reparlera un peu dans les limites, en tout cas assez embêtant en termes de rapidité d'inclusion. Là, la médiane d'âge globale en réanimation pédiatrique, c'est 2 ans, hein. Donc, si on inclut du 3 ans, bah, ça gêne, mais c'était une demande des agences sanitaires européennes. Donc, le patient, premier critère d'inclusion. Et le deuxième, assez logique, hein, d'avoir des besoins de ventilation au moins supérieurs à 12 heures pour pouvoir procéder à l'inclusion de ces malades. Les critères d'exclusion, on avait beaucoup, des critères hémodynamiques, mais peu importe, mais des critères plutôt en lien avec le score qu'on a utilisé pour mesurer le niveau de sédation, qui était l'utilisation du score confort B. Donc, on a exclu tous les patients qui ne pouvaient pas bénéficier d'une évaluation du score de confort B, c'est-à-dire principalement des patients qui avaient des antécédents neurologiques, que ça soit de l'épilepsie, de la chirurgie neurologique, enfin, tout ce qui tournait autour du neuro. Bien sûr, les patients en état de choc non compensé étaient sortis aussi de l'étude ou des sédations continues de plus de 72 heures au moment de la randomisation pour éviter les biais. Donc ça a été une réflexion longue pour essayer de vraiment ne pas limiter les biais en termes
d'utilisation du critère principal de jugement et puis d'éviter les patients hémodynamiquement instables pour vraiment avoir les biais les plus serrés possibles. Le déroulement de l'étude, quelque chose d'assez classique, donc deux bras avec une évaluation dès que le patient était incluable et une randomisation dans le groupe soit isoflurane avec administration de la GGN, soit midazolam en IV. Et je vous ai dit que le critère principal, c'était l'utilisation de l'échelle de confort B, c'est-à-dire c'est une échelle comportementale pour mesurer le niveau de sédation qu'on utilise chez l'enfant, avec des critères du coup comportementaux qui sont détaillés dans l'étude pour mesurer la profondeur. Et une fois qu'on avait randomisé nos malades et prescrit que le clinicien avait choisi la profondeur de sédation à laquelle il souhaitait, on lançait le traitement et pendant 48 heures, c'était la durée maximale de sédation, 48 heures plus ou moins 6 heures, on relevait ce score toutes les 2 heures par une personne qui ne s'occupait pas du malade, qui venait dans la chambre, évaluer le niveau de sédation de l'enfant sans connaître le médicament administré, puisqu'évidemment, l'ensemble des dispositifs étaient aveuglés, blindés totalement pour l'évaluation du confort B. Le traitement sédatif était planifié, je vous l'ai dit, pour 48 heures et relevé toutes les 2 heures par une équipe. Au total, ce travail a duré 3 ans pour inclure les malades et 96 patients au total ont été randomisés, un effectif qui était un peu plus faible qu'attendu du fait notamment de la limite d'âge dont je vous ai parlé et puis du Covid entre-temps puisqu'on a commencé le travail avant le Covid et qu'on a repris après, donc il y a eu une pause, enfin ça a été décalé, donc c'est un peu euh, du mal à en relancer les équipes derrière. Mais quand même, 96 patients randomisés pour la pédiatrie, c'est pas mal pour une étude pédiatrique. 63 dans le groupe isoflurane et 33 dans le groupe midazolam avec un rapport qui était prévu, 2 pour 1, et des critères d'exclusion qui étaient le plus souvent le durée de sédation prévue, en gros des patients qui étaient sédatés pour une durée inférieure à 12 heures. Merci. Quels en sont les principaux résultats et leur implication clinique? Alors, le critère d'évaluation principal dans ce travail, c'était un critère assez classique quand on regarde les études sur la sédation. C'était le pourcentage de temps pendant lequel la profondeur de sédation prescrite adéquate était maintenue. C'est-à-dire vraiment le temps que passait le malade dans cette fourchette de prescription du niveau de son confort B, que ce soit dans le groupe midazolam ou dans le groupe isoflurane. Euh, les résultats montraient que cette proportion, qu'il n'y avait pas de différence entre les deux groupes. Donc la proportion dans le niveau de sédation cible, que ce soit pour isoflurane qui passait à peu près 69% dans la cible prescrite et midazolam 62-63% dans la cible prescrite, il n'y avait pas de différence entre les traitements avec une marge de non-infériorité qui était dépassée. Donc, l'efficacité de la sédation, le critère d'évaluation principal, on montrait que l'isoflurane n'est pas inférieur au midazolam dans la population, tout du moins en intention de traiter. Ce critère d'évaluation principale était confirmé dans les analyses post-hoc qu'on a réalisées, avec ajustés sur des facteurs assez classiques de stratification qu'on utilise lorsqu'on fait des études randomisées en pédiatrie, c'est-à-dire le groupe d'âge, le motif d'administration, et puis le pays, parce que c'était du multicentrique international. Donc on confirmait que l'isoflurane n'était pas inférieur au midazolam dans le, dans le groupe en intention de traiter. En termes des critères dont je vous ai parlé, les critères d'efficacité, dans les critères d'évaluation secondaire, en termes d'efficacité, à propos de la dose d'opioïdes, on montrait bien dans ce travail que la dose d'opioïdes pendant la période de traitement de l'étude, en dose équivalente fentanyl, hein, il y avait des besoins en opioïdes qui étaient franchement réduits de manière significative dans le groupe isoflurane. Et ça, c'est des données, encore une fois, confirmées dans les analyses post-hoc faites secondairement. Et en termes de sécurité, la donnée principale, c'était que on a pu démontrer une réduction du délai d'extubation dans le groupe isoflurane
Pour ça, on a réalisé l'équivalent de courbe de survie en représentant le délai entre l'extubation et l'interruption de la sédation. Et pour vous donner un exemple, hein, le délai médian avant extubation pour l'isoflurane, c'était 0,75 heures à peu près. Et pour le midazolam, on était à un peu plus d'une heure. Donc, une différence qui était franchement significative sur ces délais de réveil. Ça, ce sont les données principales. Il n'y avait pas de différence sur l'ensemble des critères d'évaluation secondaire qui étaient donnés. En tout cas, ce qui était prévu sur le critère principal avait été démontré dans le travail. Ce qui fait que dans ce travail, finalement, les points forts qu'on peut dégager, c'est que déjà, c'est un premier essai randomisé de grande envergure, on peut dire ça, qui a tenté d'évaluer l'isoflurane comme sédation en première intention chez l'enfant avec un design finalement qui était assez robuste, puisque c'était un travail multicentrique, randomisé, avec un évaluateur qui était positionné en aveugle, un critère de jugement principal assez pertinent et standardisé, hein. L'échelle confort B est vraiment l'échelle recommandée, utilisée en réanimation pédiatrique et bien validée, avec, je ne vous ai pas détaillé, mais une adhésion au protocole qui était très large, très forte même, on peut dire, avec des données manquantes quasiment inexistantes, très très peu de données manquantes, donc vraiment un travail solide avec une analyse de sécurité demandée par les agences sanitaires et du coup très lourde mais très détaillée. Pour le coup, l'ensemble des données communiquées à ces différentes agences s'est révélé très positif puisqu'on a pu fournir des données vraiment extrêmement détaillées sur cette durée de sédation. Avec ce résultat de cette étude qui a conduit au final, et ça c'est un peu, quand on parle d'implication, qu'est-ce que ça a changé ce travail? Ça a conduit à l'autorisation européenne par l'EMA de l'utilisation de l'isoflurane en pédiatrie depuis décembre 2024 avec une AMM qui va donc concerner, du fait du travail, de ce travail, les enfants de plus de 3 ans via le dispositif spécifique utilisé dans l'étude qui est fourni par Sedaconda, enfin de l'Anaconda. Et chez le patient intubé ventilé, ça ne va pas s'étendre à la sédation vigile, par exemple, ou c'est des questions qu'on me pose de temps en temps en ventilation, hors ventilation mécanique aussi, par exemple. C'est vraiment sur du patient intubé ventilé en réanimation. Donc, a abouti quand même, en pratique, à l'autorisation sur le marché de ce dispositif chez l'enfant plus de 3 ans. Donc, ces résultats de cette étude suggèrent une efficacité comparable au midazolam avec des avantages cliniques qui sont une moindre exposition aux opioïdes et un réveil plus rapide, si on devait vraiment résumer les grandes lignes. Il ne concerne, ça peut-être on va le voir dans un deuxième temps, les limites, mais que la sédation de courte durée, quoi, on va dire. Merci. Comme tu commences à en discuter, quelles sont les limites de cette étude? Voilà, pour reprendre ce que j'allais dire, hein, il y a des limites. Alors, ces limites, elles sont attendues, je vous en ai déjà parlé. C'est impossible de présenter le travail sans parler d'emblée des limites hein, qui nous ont posé problème. On les a écrites dans le protocole avant d'inclure les malades, hein. Les limites attendues, bah, déjà de base, exclure les enfants de moins de 3 ans, c'est une problématique chez nous, hein. Les patients intubés, ventilés, c'est les petits. La réanimation pédiatrique, c'est les petits. Donc, se passer de ces malades, ça a déjà ralenti le nombre d'inclusions. Sachant que le premier, je ne vous ai pas raconté ça, mais le premier design de l'étude est une étude de supériorité. Et à la demande de l'AMA, on a dû basculer sur de la non-infériorité parce qu'on n'arrivait pas à inclure nos malades. Donc ça représente une proportion importante des patients ventilés en réanimation pédiatrique, les moins de 3 ans, et on a dû s'en passer. Du coup, on n'a pas les données sur ces patients-là. Les autres limites aussi à laquelle on s'attendait aussi, hein, c'était la durée de sédation qui était limitée dans ce protocole à 48 heures. Alors, il était possible de poursuivre plus de 6 heures. On a les données sur ces patients un peu plus de 6 heures, donc ça change pas grand-chose à 48 plus ou moins 6 heures. Mais on n'a pas pu évaluer du coup l'exposition prolongée à l'isoflurane chez ces patients de réanimation. Autre limite, peut-être la taille de l'échantillon relativement modeste, liée aux difficultés de recrutement dont on a parlé. Et, euh, et puis, bon, le protocole initial, ça, je vous ai parlé, qui prévoyait une étude de supériorité. Et l'absence peut-être de double aveugle, mais techniquement, c'est quand même impossible d'aveugler l'évaluateur, puisque le score confort B nécessite d'avoir des yeux. Donc, il faut vraiment que l'évaluateur soit non masqué. Mais encore une fois, hein, l'ensemble des dispositifs est masqué lors de l'entrée de la personne qui évaluait. Elle y passait 5 minutes dans la chambre. Et c'était une personne qui n'était pas rattachée en service. Par exemple, chez nous,
Dans notre service de réanimation pédiatrique, on a une réanimation polyvalente néonatale et pédiatrique, et c'était des infirmières de néonatologie, donc dans une autre partie du service, qui venaient toutes les 2 heures évaluer les malades de réanimation pédiatrique et scorer l'échelle du confort B. Un grand merci, Jordi, pour la présentation de ton travail, l'étude IsoComfort pour l'anesthésie inhalée par isofurane en réanimation pédiatrique, que je vous invite à lire dans le Lancet Respiratory Medicine d'octobre 2025. N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast AirPod, le podcast de l'anesthésie réanimation, qui est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Merci. Merci, David.